Je regrette énormément de ne pas pouvoir assister, moi, à l'ensemble des discussions. Le programme est passionnant. Je vais essayer de dire en 30 minutes des choses très générales, en fait, et sans doute un peu trop rapides de sociologie, on pourrait dire, des médias et de l'Internet, et de l'articulation entre les questions de sociologie et des médias et d'Internet, et partant d'une perplexité à propos du débat contemporain qui s'est créé à propos des fake news. Je pense que David Chavalarias vous a dit un peu la même chose ce matin, et je vais aussi essayer de vous présenter quelques travaux de recherche qui, en ce qu'on appelle méthode numérique, digital methods, de travaux un peu comme ceux qu'a dû vous montrer David aussi ce matin, que nous avons menés au Media Lab sur la question de l'espace public numérique, et dans lequel les fake news étaient le point de départ de l'enquête, mais ne sont pas forcément leur point d'arrivée. Et donc, c'est un peu va être un peu l'objet de mon propos. Alors, et du coup, je vais essayer de le tenir en trois parties, qui est d'abord voilà, la question de cette perplexité. Je voudrais faire un petit point plus abstrait sur la forme de l'espace public numérique, puis vous présenter des résultats. Alors d'abord, sur la perplexité, moi, je vais vite parce que ça a déjà été un peu dit, mais me semble-t-il pas suffisamment souligné. Mais du côté des chercheurs, on a vraiment l'impression que l'espace public, le débat public, les préoccupations du régulateur, les inquiétudes internationales sur les questions de fausses nouvelles et surtout des conséquences et des effets que l'on prête à la diffusion de ces fausses nouvelles, semblent un peu exagérés et qu'il y a une sorte d'effet de panique assez typique, et je rappelle constamment, mais je ne vais pas le refaire aujourd'hui, cette grande panique qui avait été créée par la radio, qui était le nouveau média de l'époque, en 1938, lorsque Orson Welles a fait, dit-on, croire aux Américains que les Martiens débarquaient dans le Newark pour zigouiller tout le monde, ce qui s'est avéré faux, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais eu de panique, ou très peu. Mais la construction sociale qu'on a fabriquée autour de l'idée que la radio avait tout d'un coup rempli les hôpitaux, mobilisé des gens en armes partant à la chasse aux Martiens, etc., a été fabriquée par la presse, dont la radio était en train de prendre le marché publicitaire. Mais les historiens maintenant ont montré de multiples fois que cet effet supposé des messages produits par le nouveau média qu'était la radio n'ont pas eu cette force forte qu'on a prêtée dans un modèle appelé de la seringue hypodermique, qui était celui des effets puissants, des effets massifs, des effets forts des médias. Alors, je vais pas refaire le topo, du coup je vais le dire très vite sans détailler les résultats. C'est un peu maladroit cette manière de faire, mais si vous le souhaitez, on peut revenir sur chacun des résultats qui ont été que je vais mentionner. Il y a quand même beaucoup de travaux de chercheurs, et de chercheurs, alors notamment de chercheurs américains à propos de l'élection de Donald Trump, qui viennent quand même remettre en cause une partie de la bulle un peu fantasmatique qui s'est créée autour des fake news aujourd'hui. Je voudrais en tirer 5 conclusions. Alors je vous donne les conclusions comme ça, de façon trop rapide. La première, c'est qu'une des premières choses que produit la narration fake news aujourd'hui dans l'espace public, c'est de mettre des gros chiffres. Et ça, le numérique, il est fait pour mettre des grands chiffres. Alors tout de suite, on dit il y a eu des millions de partages, il y a eu des centaines de milliers de vues, et on a tout d'un coup l'impression que c'est énorme, que c'est considérable et que ça a du coup des effets, à n'en pas douter, importants. Bon, la réalité du numérique, c'est qu'il produit des grands chiffres, et qu'il faut qu'on s'habitue au fait que c'est des grands chiffres, mais que ça ne veut pas dire grand-chose. Et je montre simplement celui-ci. 8 millions de partages de fake news, des 20 premières fake news sur Facebook, ça fait 0,0006% de ce que les Américains ont vu pendant la même période. Donc, c'est juste de comprendre que nous sommes passés dans un monde d'abondance informationnelle, dans lequel le paysage ou l'offre d'informations disponibles pour chaque individu qui est traversé en fait, par des flux d'informations extrêmement nombreux et multiples, fait que vouloir les compter avec une sorte d'économie de kiosquier qui essaye de vendre son journal papier n'a plus grand sens, et qu'une partie de nos discours sont assez décadrés par rapport à cette représentativité statistique. Puis alors, les autres résultats, je les donne très vite parce que je voudrais parler d'autre chose, mais c'est que dans les travaux solides
expérimentaux avec des dispositifs de psychologie expérimentale, des dispositifs d'économétrie, des dispositifs de mesure. Peut-être que j'ai touché. On n'arrive pas à mesurer l'effet de la publicité politique sur Facebook. Et les chercheurs, qui est un des papiers les plus importants du domaine, qui allaient chercher l'effet en pensant vraiment, ils faisaient l'hypothèse de l'effet, ne sont pas arrivés à le trouver. C'est-à-dire des gens qui ont été exposés à des publicités politiques et des gens qui n'ont pas été exposés à la publicité politique ont exactement le même taux de recall, de souvenir de la présence d'informations politiques. Donc s'il y a des effets de ces diffusions délibérées et intentionnelles, là on est plus dans le message politique, etc., ils n'ont sûrement pas la force qu'on leur prête quand on imagine Cambridge Analytica en train de faire un ciblage précis, documenté, de la moindre attitude, du moindre désir de l'utilisateur auquel on ne pourrait apporter l'information adverse qui le fera exactement changer d'opinion. On a toutes les raisons de penser que s'il y a un effet, il est assez faible dans cette affaire. Je n'entre pas plus dans le débat, mais il fait l'objet actuellement de publications assez intéressantes. Le troisième résultat qui apparaît dans les recherches sérieuses, j'insiste sur le sérieux parce qu'il y en a qui le sont moins, sur les questions, c'est que, évidemment, le bombardement de fausses informations qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, n'a pas été dirigé vers toute la population de Facebook et Twitter, mais que les gens s'exposent à certains contenus par leur choix, par leurs intérêts, par l'inscription dans des groupes, des niches, etc. Et qu'en réalité, on l'a montré pour Twitter, et dans un vraiment très excellent papier, très robuste, 80% des fake news ont été vus par 1% de la population. Donc on a en fait un ciblage très précis, et c'est 1% de la population, c'est évidemment des Trumpistes qui étaient déjà largement convaincus dans cet effet. Donc cette image, je vais y revenir, d'un marché dérégulé de l'information dans lequel tout le monde a accès à toutes les informations est loin d'être corroborée par les enquêtes que l'on peut faire. Ceux qui s'exposent à ces nouvelles sont souvent, pas tout le temps, mais des gens qui sont déjà très fortement convaincus. Et puis il y a un grand point d'interrogation, me semble-t-il, dans tout le débat que nous avons actuellement sur les fake news, qui est aussi une question adressée aux chercheurs, je pense, de façon forte, c'est que quand on parle du débat sur les fake news, on parle de la diffusion des informations, on pourrait dire de l'offre de façon classique et ancienne, mais jamais de leur réception. La réception est toujours une présupposition de l'énonciateur qui dit « s'il y en a eu autant, c'est donc que ça a eu de l'effet ». Mais en fait, cet effet, nous ne l'avons pas mesuré, nous n'avons pas de travaux sérieux pour les mesurer, et la discipline qu'on appelait autrefois sociologie de la réception, qui s'est consacrée à la télévision, à la radio, à la presse, est aujourd'hui un petit peu en panne et ne produit plus d'études de réception pour savoir exactement comment cette exposition à de l'information dite ou à des infox est appropriée, retraduite, fabrique des discours, des représentations d'une manière ou d'une autre. Alors il y a eu plusieurs enquêtes assez jolie, je montre celle-ci, qui essaye de demander aux gens, après l'élection de Donald Trump, s'ils se souviennent avoir vu tel ou tel type d'informations. Les gens se souviennent avoir vu des informations importantes et vraies, ils se souviennent avoir vu des informations moins importantes et vraies, et puis ils leur ont proposé de se souvenir d'avoir vu des fake news, et alors on a 8% de gens qui se souviennent avoir vu et cru à des fake news qui ont effectivement été montré pendant la campagne électorale, mais Genco et Alport ont aussi ajouté des fake news qu'ils ont eux-mêmes inventées, et on a exactement le même nombre de personnes qui se souviennent avoir vu des fake news qu'en fait les chercheurs ont inventées et que donc les gens n'avaient pas pu croire. Donc il y a quand même une incertitude très très forte sur cette question de la réception et de ses effets. Et puis je voudrais finir ce petit point sur les travaux en disant qu'une des l'interrogation qu'on peut avoir, c'est qu'aussi, on a beaucoup de gens qui viennent plutôt de l'informatique ou de la physique et qui traitent comme ça des grands volumes de données numériques, et que ces gens produisent des recherches qui sont souvent très intéressantes, mais qui parfois manquent un peu de contrôle de sciences sociales sur ces questions. Alors je le dis pour les malheureux auteurs de ce papier cité partout, désormais, qui a fait la une de Science sur les vraies nouvelles circulent plus vite que les vraies. Il suffit de regarder un instant le protocole méthodologique pour comprendre qu'en fait, ils ont pris les vraies nouvelles, c'est les nouvelles qui ont été signanées par des internautes à des fact-checkers, Snopes en particulier aux États-Unis, des sites de fact-checking. Et les sites de fact-checking ont dit bah oui, finalement, c'est vrai.
Voilà. Donc c'est ça le vrai pour eux. Donc on voit bien qu'il y a une généralisation méthodologique depuis un corpus où on oppose le vrai et le faux, qui n'a pas de sens quand on prononce les énoncés. Le faux circule plus vite que le vrai. Les premiers à le dire, à travers ce dessin, ont été les auteurs de l'article, mais une fois que c'est parti et que c'est à la une de Science, évidemment, on va fabriquer l'idée que le faux circule plus vite que le vrai. Alors, je voudrais maintenant introduire une petite réflexion rapide sur moi, ma manière de voir la forme que prend ce débat aujourd'hui et d'une certaine manière sous forme d'interrogation. Ce qui était assez fascinant, c'est qu'avec le numérique, on s'est mis en tête, et on a des raisons d'ailleurs à mon avis assez justes de le penser, qu'on a une dérégulation du marché de l'information. Après tout, il n'y a plus de gatekeepers, les journalistes ne sélectionnent plus l'information, les gens ont une interface sur leur téléphone mobile et des réseaux sociaux, ils peuvent accéder à beaucoup de choses. Du coup, la rencontre entre les gens et les informations, on va dire, est devenue une sorte d'espace où des atomes se frottent, se rencontrent dans des circuits qui seraient aléatoires et qui n'auraient plus d'explication possible. Et donc on a un peu cette idée d'une dérégulation et d'une individualisation en fait du système informationnel. D'abord une individualisation du système de production de l'information. Ce qui est assez frappant, et c'est ce que je vais essayer de vous raconter par la suite, c'est qu'on ne s'intéresse plus à qui a émis. Enfin, on s'intéresse à qui a émis pour dire c'est un agent russe, c'est une officine d'ultra-droite, etc. Mais enfin, c'est une interrogation idéologique en fait sur les intentions du producteur de l'information. Mais en revanche, quelle place il a dans le système médiatique? Comment il est repris par les autres journalistes? Quelle autorité a cette information à l'intérieur d'un système dans lequel il y a toujours, je vais le montrer, des hiérarchies d'autorité? Est une question qui a complètement disparu dans l'idée qu'il y a une architecture particulière de l'offre d'information. On dirait dans un vocabulaire différent, un champ journalistique de producteurs de l'information dans lequel il y a des positions différentes et respectives. Cette idée a complètement disparu dans cette représentation que je caricature du marché dérégulé de l'information. Il y a juste des informations qui sont en circulation et des gens qui peuvent les trouver. Et on trouve là même processus, me semble-t-il, d'individualisation quand on regarde du côté de l'internaute. C'est-à-dire que l'internaute, alors ce serait une histoire complexe et longue à raconter, mais l'idée que l'internaute, ou que ce que l'on met en avant dans la figure nouvelle de l'internaute qui recherche de l'information, c'est celle de l'autonomie de choix. Et d'une certaine manière, ce que le numérique aurait apporté aux internautes, c'est d'abord cette idée qu'il n'a plus besoin de passer par ces médiateurs produisant un agenda particulier, qui étaient les gatekeepers, journalistes, éditeurs, organisateurs, filtreurs de l'espace informationnel, mais que depuis leur page Facebook, leur compte Instagram, ils avaient désormais un accès autonome à l'information. Et c'est dans une dynamique aussi d'individuation, en tout cas d'idée de l'autonomisation des sujets dans la possibilité de choisir, de s'exposer et de ne pas demander à d'autres de le faire pour lui, que la figure de l'internaute s'est construite dans les années 2000 comme une figure très positive, en fait, valorisant l'autonomie du choix des individus. Alors cette figure s'est complètement renversée, mais maintient toujours un cadre d'explication qui reste celui de l'individualisation, pour dire qu'on a donné aux gens la possibilité de choisir, de publier et d'accéder à tout type d'informations, mais les gens font un très mauvais usage de la liberté nouvelle qui leur ont été données. Donc c'est le même discours qui, en miroir, d'une certaine manière, a été renversé pour expliquer que les gens cliquent sur n'importe quoi, que leur attention est divertie, qu'ils sont crédules et qu'ils peuvent être manipulés par toutes sortes d'informations. Mais c'est toujours ce même cadre qui fige sur l'individu et du coup sur la vérité ou l'erreur, la fausseté, ça entre guillemets, de l'information que se fixe la question. Et je dois dire, je le dis comme un petit coup de patte comme ça, mais très amical en fait, et avec beaucoup d'intérêt de ma part pour leurs travaux, que les gens de psychologie ne nous ont pas aidés dans cette question, qui sont d'une certaine manière substitués à la théorie de la réception. Ils ne cherchent plus à voir quelles sont les attaches de l'individu, à leurs réseaux sociaux, à leur sociabilité, à leur attachement politique, à leur milieu social, mais on cherche à trouver le biais à l'intérieur même de la rationalité imparfaite, nous le savons, et les psychologues nous montrent constamment, à leur biais de rationalité personnelle. Donc il y a quelque chose qui a complètement individualisé et l'information et l'individu, et du coup la question qui se pose partout, celle des travaux aussi que je viens de mentionner, est toujours celle de, mais alors, est-ce que ça a de l'effet ? Est-ce que les gens y croient, ou est-ce que les gens n'y croient pas, dans un dispositif dont toute la théorie des médias, la sociologie de la réception nous avait dit qu'il fallait l'élargir plutôt que la
cadrer ou la restreindre sur la confrontation un peu trop rapide et trop simple des gens et des individus. Alors, je voudrais redire très très rapidement, et là aussi je m'excuse de faire si vite et de façon aussi grossière, mais deux choses qui sont importantes pour comprendre l'espace public numérique et du coup engager le mouvement qui est celui, moi me semble-t-il, dans la recherche que la sociologie peut faire sur ces questions, c'est de remettre de la structure, de reconstruire un tableau autour de l'information isolée, un Fox, et des individus soumis à l'effet d'une information vraie ou fausse auquel ils croiraient ou ne croiraient pas. C'est d'essayer d'élargir le cadre, et pour élargir ce cadre, il faut quelques propriétés. Alors il y a plein de propriétés du nouvel espace public numérique, mais ce que je voudrais juste te dire à travers deux de ces propriétés, c'est de dire que c'est certes un espace beaucoup moins simple, beaucoup moins vertical, beaucoup moins lisible d'une certaine manière que que l'espace public traditionnel et surtout celui qui s'était fixé après la Seconde Guerre mondiale des médias nous avait dessiné, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'architecture, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'organisation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des circuits, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des systèmes de légitimité différentes, des émetteurs et des modes de circulation de l'information. Alors ça, on le sait avec au moins deux effets importants dans cette structure. La première, c'est que ce n'est pas parce que c'est sur Internet que tout le monde voit la même chose. Donc l'idée que les réseaux soient plats est la plus mauvaise idée qu'on puisse avoir à l'égard des réseaux. Il y a une distribution de la visibilité qui est incroyable sur Internet. Elle est d'une violence absolument inouïe. Ce n'est pas parce qu'une information a été publiée sur un compte Twitter qu'elle est vue. Et les différences de visibilité sont absolument considérables. Elles n'ont rien à voir avec l'espace des médias traditionnels. Je prends cet exemple très simple, le compte Twitter. Et Twitter est un tout petit monde social, ça représente une petite partie, 8% des gens sont actifs et partagent de l'information d'actualité en France et aux États-Unis sur Twitter, donc on est très très loin de représenter la population. Le compte du Monde a maintenant plus de 8 millions d'abonnés. L'un on pourrait dire, des comptes les plus visibles de l'extrême droite française, celui d'Alain Soral et d'Égalité et Réconciliation, a 31 000 abonnés. On compare la population de Mexico et celle de Vierzon, ça n'a rien à voir. Les mettre dans la même catégorie, c'est d'emblée faire une erreur de méthodologie et de statistique. Nous passons notre temps à faire comme si le moindre énoncé prononcé sur Twitter avait la même valeur, le même type de capacité d'audience ou de produire de la circulation que d'autres énoncés. Et puis il y a une deuxième règle d'organisation de cet espace public qui me semble très important. Moi, je la reprends pour la dire simplement, de l'opinion et la foule de Gabriel Tarde. Tarde nous disait qu'il y avait deux circuits de l'information. Il y a celui qui descend du journal vers le citoyen bien informé, et puis il y a le deuxième circuit qui est, lui, horizontal et qui fascinait Tarde, sur lequel il a construit une partie de sa sociologie, qui est la conversation. C'est qu'une fois, après avoir lu le journal, on en parle à ses amis, on en parle à ses collègues, on en parle à des gens qu'on croise, et que c'est dans la conversation que l'appropriation de ce fait d'être participant de la discussion de l'actualité se joue. Alors ces deux circuits ont été, dans le modèle de Tarde, on sait qu'ils étaient très très séparés. Il y a l'information qui vient vers les gens, et puis il y a les gens qui sont en conversation entre eux. Ce que produit le numérique, et une partie de l'effet que cela engendre sur l'idée que nous pensons que c'est un marché absolument dérégulé et sauvage, dans lequel des particules informationnelles et des gens se rencontrent, c'est précisément qu'avec Facebook et Twitter, qui sont précisément des espaces de conversation, des petites niches de gens qui ont décidé de se mettre ensemble pour échanger plein de choses, dont de l'information, qui n'est qu'un des éléments de leur conversation. Il est accroché dans la même interface, il est accroché sur le même espace, on l'appelle l'espace numérique, mais évidemment, cet accrochage n'est pas une fusion complète entre l'espace dans lequel nous partageons pour discuter, rire, nous moquer, convaincre quelqu'un sur Instagram, sur Snapchat ou sur WhatsApp, et un billet d'information qu'on publierait sur un site web. Alors ces deux moments mis en place, je voudrais essayer de vous présenter des travaux qui sont justement des travaux qui s'intéressent à l'architecture de l'espace public numérique. Alors là aussi, je vais devoir être trop rapide pour les présenter, mais ce que je voudrais dire, moi, la petite construction qui me semble utile, c'est de dire, alors on entre un peu dans des questions de méthode digitale, c'est de dire que finalement, l'espace numérique, il a trois
on pourrait dire couche. Hein. Il a une couche qui est une couche d'autorité, et cette autorité, elle est facile à mesurer, je vais vous montrer des résultats, dans l'espace numérique. Il est lié à la reconnaissance que le journaliste qui écrit l'article sur le site A adresse au journaliste qui écrit l'article sur le site B. Et cette reconnaissance dans le monde du web, c'est au cœur même de l'esprit du numérique, elle est inscrite dans un signal très facile à calculer, très utile, c'est comme ça d'ailleurs que Google fait le moteur de recherche, qui est le lien hypertexte. Il suffit de voir les liens hypertextes que s'échangent entre eux les médias pour avoir une structure d'autorité qui apparaît. Et puis il y a une deuxième structure, qui est une structure, on va dire, d'influence, et donc là, elle est une structure qui est produite par les professionnels entre eux, qui s'adressent entre eux des signes de reconnaissance. On pourrait dire qu'il y a une deuxième couche de cette structure de l'espace public, c'est que sur Twitter, on a une partie de la population, alors vraiment une petite partie extrêmement diplômée, profession supérieure, etc., qui retweet des liens hypertextes qui viennent de la première couche du web pour se les échanger, ce qui fabrique un autre espace, qu'on pourrait dire un espace d'influence mutuelle, qui est très important, notamment parce que comme les journalistes sont beaucoup sur Twitter et qu'ils ont parfois tendance à penser que l'image que leur donne Twitter est l'image des Français, créent des boucles d'influence mutuelle et d'interprétation qui sont fréquentes. Et puis il y a une troisième couche qui est celle de la conversation, et la conversation c'est Facebook, c'est WhatsApp, c'est Snapchat, c'est des petits groupes, la moyenne c'est quand même 150 personnes hein, dans un groupe, sur une page Facebook. C'est à la fois privé et public, et c'est dans ces espaces-là que toute une série de mises en réseau, d'informations, de rumeurs, de discussions, d'appréciations mutuelles ont une capacité de circulation très très forte, et c'est la plus difficile d'accès pour les chercheurs. Alors, cette structure mise en place, je voudrais présenter deux résultats pour comparer des résultats en France et aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, on a une magnifique enquête. Vraiment, s'il y a un livre à lire, en tout cas un livre de méthode digitale sur les fake news, c'est celui-ci. Il a été écrit par des chercheurs hyper compétents, vraiment les cadors du domaine à Harvard, Benkler, Faris et Robert. Ils ont travaillé pendant 5 ans, ils ont brassé des millions de données, et ils ont essayé de faire une photographie globale de l'espace public américain. Alors il y a énormément de conclusions. La première, c'est de dire les robots russes, Cambridge Analytica, les sites d'ultra-droite, etc., ça n'a pas d'effet sur l'élection de Donald Trump, premier point mis en place, mais la conclusion, et je le dis très vite parce que je sens que le temps presse, la conclusion auquel ils arrivent, c'est que c'est Fox le responsable. Et pourquoi s'occuper de Fox est important? Parce que précisément, quand on reconstruit le tableau général de l'espace médiatique américain, on a une structure, alors c'est la structure des liens de citation entre les sites web des médias américains, dans lequel ce qu'étaient les médias de centre-droit américains, Wall Street Journal, New York Post, etc., sont devenus maintenant des sites associés au pôle libéral des médias américains, New York Times, CNN et Huffington Post, et que la partie du centre-droit républicain de l'espace médiatique et de l'espace médiatique dominant aux États-Unis est aujourd'hui dominée par Fox et Breitbart. Et que cette polarisation, mais à l'intérieur des structures centrales de l'autorité des espaces médiatiques américains, a donné à Fox et à Breitbart, à travers un processus en fait, d'occupation des places et de recentrement des autres acteurs, qui est exactement aussi ce qu'a fait Donald Trump au sein du Parti républicain, par ailleurs, a produit une polarisation complète de l'espace médiatique américain, et l'interprétation que montre avec énormément de détails Benkler et ses collègues est de montrer que les sites d'ultra-droite produisent des fausses informations en série qui ensuite vont être recadrées, réinventées et retransformées pour être diffusées sur Fox. Et donc il y a une boucle de rétroaction qui va se mettre en place dans lequel l'espace public médiatique américain n'est plus géré par une sorte de vérification mutuelle des informations dans lequel, comme tout champ qui se respecte, une critique mutuelle entre les différents acteurs, enfin tout espace, je ne sais pas si c'est une propriété du champ, une critique mutuelle entre les acteurs sur les règles professionnelles de leur espace s'effectue les uns vis-à-vis des autres, n'a plus lieu aux États-Unis, et donc l'invention, on pourrait dire, de la réalité alternative y est au cœur de ce phénomène.
Benkler et les autres prennent un exemple ils prennent plein d'exemples, et ils prennent un très bon qui est de prendre deux infox, nés à l'extrême gauche et l'autre à l'extrême droite, l'une accusant Donald Trump d'avoir violé une femme de 13 ans, née à l'extrême gauche, et l'autre accusant Bill Clinton de prendre des avions pour consommer des enfants sur l'île des pédophiles, lancée par l'ultra-droite. Et ce que montrent ces résultats, c'est que ces informations sont publiées, elles vont être en partie reprises par les sites centraux de l'espace de centre droit et de centre gauche. Une fois qu'elles s'avèrent fausses, les médias libéraux centre gauche vont arrêter de les diffuser et de les publier. Ça n'empêche absolument pas Fox, le démenti de l'information, de continuer à répéter des informations qui sont démenties et fausses. Et donc on a, dans ma structure dessinée tout à l'heure, une sorte de polarisation qui s'est fait verticalement, en fait, qui a clivé en deux et mis la possibilité d'une boucle de rétroaction forte aux États-Unis. Boucle de rétroaction qui a eu des effets jusqu'à l'agenda politique. Et là, les chercheurs on pourrait dire, de théorie des médias sont habitués à dire que ce n'est pas l'information qui fait l'élection, mais qu'en revanche, c'est la production de l'agenda, c'est-à-dire des thèmes de préoccupation qui sont au cœur du débat et pour lesquels les électeurs sont plus ou moins convaincus par une faisceau de discours convergents qui les a touchés, que ce sont les questions centrales du vote qu'ils sont en train de produire, font que même sur la une du New York Times, on a plus parlé du scandale de la boîte mail d'Hillary Clinton et des débats autour des Russes ayant hacké le compte que du programme politique d'Hillary Clinton. Alors, j'ai à peine 5 minutes pour dire ce que nous avons fait sur la France, mais je voudrais le dire très très rapidement. On a mené une enquête du même type, en prenant l'ensemble des articles publiés par 420 médias français. Et quand on essaie de faire cette première couche, si j'ai été clair, de couche d'autorité, des liens hypertextes entre les articles qui ont été publiés, il y a plus d'1 million d'articles dans cette base de données. On a une patate qui n'est pas très belle comme ça, mais qu'on peut représenter aussi comme ça. Alors comme ça, ce n'est pas beaucoup plus clair dans cette idée, mais les seuls liens de citation entre les articles qui ont été publiés par ces 420 médias français permettent de produire une classification des médias français qui est extrêmement claire. Et cette classification, elle va distinguer 3 groupes, elle va distinguer des groupes en fonction du fait que les médias reçoivent beaucoup de liens des autres médias ou bien donnent beaucoup de liens à d'autres médias. Et quand on regarde cette structure, elle est hyper hiérarchique. On a des sites centraux, et ces sites centraux sont les grandes radios, les grandes télévisions, ils sont dominés par Le Monde, Le Figaro et les autres. Ils se citent entre eux, ils sont cités par tout le monde, ils ne citent jamais les autres. Et cette seule organisation de la direction des liens suffit à produire un espace dans lequel on fabrique un centre qui dispose d'une autorité forte sur les autres. Les sites conspirationnistes ou de droite extrême, ou les sites douteux, si on les reprend par rapport aux décodex, aux catégories produites par Le Monde, citent les autres, mais ne sont pas cités par les autres. Le fait de ne pas être cité est à soi seul un signe de légitimité extrêmement forte, qui permet de découper de façon assez claire, en fait, les médias de l'espace public français. On a une grande partie qui sont ceux qui sont cités, et on a un hypercentre et un centre, et dans lequel on va retrouver les médias que le décodex a la main, mais là on le trouve avec une solution algorithmique à considérer comme légitime. On va trouver 2 petits pôles à la frange de ce centre dominant, qui sont constitués de médias très politisés, soit de droite, soit de gauche. Pour ceux de droite, on va retrouver Valeurs Actuelles, Causeur et quelques autres, qui sont d'une certaine manière les franges de cet espace. C'est simplement à travers les liens hypertextes qui ont été redistribués. Et puis on va retrouver un ensemble de sites que l'algorithme catégorise extrêmement bien, de la contre-information, qui sont des citeurs jamais cités, ou se citant entre eux. Et ces citeurs jamais cités se citant entre eux organisent des territoires thématiques dans lesquels il est assez facile de retrouver les nationaux révolutionnaires, les conservateurs beaucoup plus traditionnels de l'extrême droite, et puis toute une galaxie, je pense que David vous en a parlé, de sites de santé qui sont aussi extrêmement importants dans le débat sur les infox en France. Alors, ce seul petit exercice suffit à montrer qu'on a bien une organisation
de l'espace. Et pour le dire vite et finir dans les temps, cette organisation, on la retrouve aussi de la même manière sur Twitter. C'est-à-dire que si on regarde la manière dont les médias français sont partagés par le même compte Twitter, ce qu'on fait ici, c'est qu'on rapproche de médias quand le même compte Twitter les a cités. Si je partage, retweet, un lien vers Libération et un lien vers Le Monde, je rapproche Le Monde et Libération. Ben, les comptes Twitter ont des comportements qui sont une certaine rationalité politique, qui est extrêmement lisible en réalité. Et les ponts entre des partages de sites dits douteux ou considérés comme étant des sites produisant beaucoup d'infox dans cet espace ne sont pas ou sont rarement partagés avec des sites d'information de l'autre espace. Et donc on a une structure de l'espace médiatique numérique, on va dire français, qui est assez différente de la situation américaine. Le Figaro n'est pas Fox News, hein, et donc on n'a pas cette déchirure verticale qui a eu lieu aux États-Unis où Fox News, hein, je rappelle que Fox News, 40% des électeurs de Donald Trump considèrent que c'est leur principale source d'information. Donc ce n'est pas un petit média de contre-information alternatif, c'est au cœur même de l'espace médiatique américain, à déchirer verticalement cet espace. On pourrait dire qu'en France, la situation est assez inverse, c'est-à-dire que cette découpure, c'est plus une déconnexion entre un espace central qui est assez homogène, qui laisse peu passer dans ses reprises d'informations des nouvelles venant des sites produisant de la contre-information, et on sait qu'on en a quelques-uns en France, et toujours à l'extrême droite, hein, qui est la grande productrice de ces dites fausses informations, mais que leur remontée dans l'espace médiatique central est extrêmement rare et qu'elle est débunkée immédiatement, et que notre espace médiatique est encore assez sain pour débunker aussi les informations fausses produites par le gouvernement. Donc il y a un système de vigilance et de contrôle mutuel qui s'opère dans cet espace. Et la dernière question, du coup, pour finir, c'est qu'en revanche, tout le débat sur les gilets jaunes a montré, et là les enquêtes sont plutôt en cours, que trouvant peu de voies d'accès dans l'espace public central pour être relayées, pour être reprises, pour être thématisées, pour être mises sur l'agenda, un certain nombre d'acteurs, politiques ou médias intermédiaires, médias de la contre-information, médias très fortement politisés, vont essayer de diffuser dans cette troisième couche de l'information, qui est celle de la conversation, et qui a lieu pour la France sur Facebook, et au Brésil, on dirait que c'est WhatsApp, des espaces de niche conversationnelle, des informations qui peuvent avoir des relais qui, de temps en temps, sont relativement forts. Et alors là, je mets quand même un point de prudence. On sait que RT, par exemple, France, a été beaucoup diffusé sur Facebook pendant l'affaire des Gilets jaunes, notamment au début. Mais en même temps, toute enquête conduite sur les grosses pages ou les gros groupes des Gilets jaunes montre aussi que la vigilance des participants de ces groupes est extrêmement forte à l'égard des informations quand elles sont fausses, hein, et notamment tout un débat autour du pacte d'Amsterdam, qui sont débunkées par d'autres membres de ces groupes disant « arrêtez, vous êtes en train de déconsidérer le mouvement, vous savez que c'est faux », et renvoyant vers des liens d'information vers des sites plus solides. Donc on a cette déconnexion qui a lieu de façon plus forte sans doute, en tout cas les mouvements des Gilets jaunes en seraient un des instruments pour analyser cette différence avec l'espace public américain. Et donc je voudrais vous laisser avec cette petite hypothèse, qui est en tout cas nous l'hypothèse de travail sur laquelle on est aujourd'hui, c'est que finalement ça nous montre une chose, c'est que les espaces, ce n'est pas le numérique qui est en train de tout transformer, c'est la manière dont nous utilisons les nouvelles infrastructures du numérique. Mais que du coup l'histoire, la structure des acteurs, la nature politique, les stratégies mises en œuvre par les différents acteurs peuvent fabriquer avec le numérique des formes d'espace public qui prennent ou qui fabriquent des circuits de diffusion de l'information qui sont extrêmement différentes. Et je dis ça pour mettre un point de vigilance sur l'idée que ce qui est assez central, c'est la forme même que les professionnels de l'information, table ronde à suivre, accordent à la vérification mutuelle et à la critique mutuelle qu'ils peuvent accorder au travail des autres rédactions de l'espace, parce que les fuites, en tout cas les fuites, les blanchisseurs, pour produire des effets importants avec des fausses informations, doivent eux-mêmes avoir beaucoup d'autorité, comme Donald Trump est arrivé à le faire avec son compte Twitter et le soutien actif de Fox News. Je vous remercie.
Merci beaucoup Dominique. On a le temps pour un petit quart d'heure de questions. Y en a-t-il ? Pour cette présentation, vers la fin de l'exposé sur l'étude encore en cours, sur les liens entre les différentes sphères, les liens entre elles, est-ce qu'est examiné le fait de pointer vers le site d'un média opposé pour en contester le contenu ou pour le moquer? En clair, des sites de la fachosphère qui vont utiliser une information, par exemple de Libération, donc ils vont pointer vers l'article de Libération, en n'adhérant pas au contenu, mais pour aller en montrer tous les excès, toutes les dérives. On connaît le type de discours qui peut être soutenu dans ces situations-là. Oui, alors, non, c'est une très bonne question, parce que c'est effectivement un des problèmes méthodologiques de ces données très très massives, c'est que on regarde les liens, mais on ne regarde pas toujours. Hein. Alors on est en train de le faire pour Facebook. Les commentaires qui sont associés aux liens, d'ailleurs beaucoup d'exagérations sur le partage des fake news sont liées au fait qu'on compte beaucoup de liens partagés qui sont des liens débunkés en fait. Donc les gens ajoutent un debunk. Ce qui ajoute de la complexité en fait à votre affaire, c'est que une partie, on le sait, des stratégies de production ou mais là il ne faut pas dire de fake news, mais il faut dire des stratégies de désinformation en fait de l'extrême droite sont depuis 15-20 ans maintenant, hein, fabriqués autour du terme de la réinformation. Alors la réinformation, c'est précisément de faire ça. C'est-à-dire on prend une information du Parisien, de Libération, mais on la recadre suffisamment, donc on garde l'information, elle n'est pas fake, mais on a enlevé des éléments de contexte qui font que son interprétation sont recadrées de façon très différente. Mais il y a un des enjeux importants dans les travaux, mais là je saute coq à l'âne, mais dans ces travaux, c'est l'idée de la réciprocité ou de la pluralité des liens, c'est-à-dire des gens de droite qui partagent des liens de gauche ou des gens de gauche qui partagent des liens de droite. Moi, il me semble que ça fait partie de la topique individualiste qu'on a tous en tête sur l'internaute peut choisir, et donc il peut publier ce qu'il veut, parce qu'il peut aussi être convaincu par quelqu'un d'autre. Hein. Et donc on a un modèle, on pourrait dire, c'est un effet Habermas, c'est un peu caricatural de le dire comme ça, mais de dire qu'il se soumet à la possibilité de changer d'opinion, parce qu'il est exposé à d'autres opinions. Bon, alors, ce qui est la norme centrale, enfin, c'est vraiment à partir de ce modèle-là que nous évaluons beaucoup de choses dans le monde des informations. La réalité des études sur Twitter, c'est qu'en fait, les gens sont hyper convaincus et que ça ne déplace pas une voix à Twitter. Hein. C'est-à-dire que les gens se disputent parce qu'ils ont des opinions très, très fortes et fermes. Et du coup, il est rare qu'ils partagent des informations du bord opposé. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé votre intervention. J'avais juste une toute petite question sur les deux modèles. D'une part, je me demandais si vous aviez regardé d'autres modèles européens et si le modèle français était un cas à part, ou bien si vous le pensez aussi comme un modèle qui peut valoir pour d'autres écosystèmes d'information, disons, ouest-européens. Et deuxièmement, du côté des dynamiques, est-ce que vous pensez que le modèle français, avec cette question de la déconnexion, a une stabilité propre, ou est-ce que vous le voyez comme une étape qui ne pourrait pas tenir à la lumière justement des cas gilets jaunes et qui nous pousserait à aller dans une direction soit américaine avec cette verticalité, soit autre? Est-ce que vous avez regardé de manière dynamique aussi? Oui, alors bon, c'est une question très importante et vraiment, vous êtes au cœur là, de nos questions. L'argument central qui est défendu ici, c'est de dire qu'il y a des traditions nationales différentes. Donc il n'y a pas un modèle qu'on va retrouver à tous les endroits, qu'il y a des variations. Ces variations, elles sont politiques, organisationnelles, culturelles, liées à l'histoire des champs journalistiques, etc. Et que chaque pays produit des formes différentes. Et contre l'idée que le numérique viendrait poser une sorte de règle nouvelle dans laquelle, avec beaucoup de déterminisme technologique, il imposerait sa forme de diffusion des circuits d'information à tous les pays, cette idée, c'est de remettre de l'histoire, des rapports de force dedans. Donc il y a des différences, même si, évidemment, on espère aussi trouver des patterns de structure qui soient assez proches. Mais, et avec nos collègues de Harvard, on est en train d'essayer justement de déployer cette méthodologie sur l'Italie. On sait que l'Angleterre est un cas très intéressant, parce que nous, par exemple, la France n'a pas de presse people. Et que la presse people est quand même un des espaces on appelle ça les blanchisseries, d'informations qui viennent des caves du web ou des caves de l'information pour les remettre en forme vers le grand public.
Et donc, on a sans doute une structure intéressante à regarder en Angleterre. Et puis, on a des pays, et ce serait intéressant de le faire pour les anciens dits pays de l'Est, c'est-à-dire des pays dans lesquels il y a eu une recomposition globale et générale du monde industriel du journalisme à la suite de 1989, et que du coup, on n'a pas les mêmes poids d'histoire et d'organisation des paysages médiatiques et politiques, et que du coup, les circuits seraient différents. Le cas français, est-ce qu'il est transitoire ou est-ce qu'il est stable? Il a des effets de stabilité forts, hein, et on sent qu'une partie d'ailleurs de cette déconnexion, enfin d'hypothèse de déconnexion qu'on fait ici, c'est précisément, hein, le fait que l'air de rien, l'espace, mais il faudra demander, vous demandiez ça aux professionnels qui vont venir, il est complètement fermé en France. Hein. Moi, je suis fasciné, on est filmé mais un peu entre nous, mais le média arrive pour essayer de créer un média d'opinion à gauche, pour ouvrir un peu l'espace. Qui tape sur le média? Mediapart. Hein. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose qui tient autour des définitions de l'espace professionnel, de la déontologie, de ses comportements, etc. Il y a quelque chose d'un corps qui a, me semble-t-il, beaucoup d'avantages et de bénéfices, notamment à l'égard du fait qu'en France, les fake news n'ont pas d'effet. Enfin, elles ne remontent pas dans l'espace, elles ne produisent pas d'agenda, elles ne sont pas au cœur des thématiques de l'espace public, en tout cas pour la politique. Et aussi, on a des producteurs de fake news en France, d'extrême droite, qui sont quand même des pieds nickelés, donc ça n'aide pas aussi à produire ces effets. Mais ça a ses avantages, mais ça a aussi un effet de fermeture, dont la conséquence est d'ouvrir dans d'autres espaces la possibilité de diffuser sous d'autres formes, et des formes qui sont beaucoup moins connues par les chercheurs parce qu'on n'a pas accès aux données, comme Facebook et WhatsApp, des informations. Oui, j'aurais deux petites questions. La première, c'était juste pour revenir à... En gros, j'ai pas très bien compris. Il y a une étude de Vossoughi et Hall, dans Science, sur la diffusion des fausses informations, et qu'elles sont plus rapidement et plus profondément diffusées que les vraies informations, il me semble. Et donc ce que vous nous disiez, c'est qu'il y a un problème dans le construit, dans la méthodologie de l'article, et ça j'ai pas bien saisi. Et juste une petite question aussi rapide, c'est par rapport aux données, par exemple le nombre d'abonnés ou ce genre de choses. Est-ce que, en gros, est-ce qu'avec des simples données comme celle-ci, on peut mesurer l'influence de certains médias par rapport à d'autres médias? En gros, ce que je veux dire, c'est est-ce que Le Monde, qui a une forte assise sur les réseaux sociaux en nombre d'abonnés, par exemple, ça suffit à dire que du coup, il a un impact plus fort que d'autres médias qui ont moins d'abonnés, par exemple, mais qui ont peut-être des informations, je sais pas, plus clivantes ou qui seront mieux mémorisées, ce genre de choses. Est-ce qu'on a une possibilité d'aller voir un petit peu plus loin l'impact Alors, sur le deuxième point, vous avez raison, hein, on fait des hypothèses d'audience à partir de chiffres de réseaux d'abonnés. Hein, et donc ça, c'est un grand problème de toutes ces études numériques, c'est que nous n'avons pas accès aux vraies audiences, c'est-à-dire qui a vu. Hein, et ça, ces informations, big data, etc., on a toutes les données sur tout le monde sait tout, en fait, on ne sait pas. Et c'est très ennuyant de ne pas savoir, en tout cas pour nous. On peut faire des hypothèses, donc vous trouverez dans le rapport qu'on a publié, on a fait des hypothèses, mais qui sont des hypothèses statistiques à partir des chiffres des sites qui ont beaucoup d'audience, eux on sait, mais on fait des hypothèses sur les autres en faisant une régression à partir de leur nombre d'abonnés. Mais effectivement, avoir beaucoup d'abonnés ne veut pas dire qu'on a beaucoup d'audience. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne présomption de l'audience, hein, sur la visibilité. Le point de méthode ici, hein, c'est que les fausses et les vraies informations sont des informations qui ont été déclarées à Snopes. Snopes, c'est comme Check News de Libé. C'est-à-dire que c'est des gens, on dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Et quand Snopes a dit oui c'est vrai, oui c'est faux, on considère que c'est vrai ou que c'est faux. Mais si vous demandez une information, Marine Le Pen, elle a dit qu'il y avait X millions de remboursements de la sécurité sociale, et puis que Check News dit oui, le chiffre est bon, c'est vrai. Bon, bah, vous n'allez pas avoir 1000 rediffusions de l'information, ça ne va pas devenir viral. Voilà. Et donc,
c'est bien des informations vraies contre des informations fausses, mais effet de sélection d'échantillons, le choix de sélection de l'échantillon ne peut en aucun cas être généralisé à l'ensemble des informations. Liverpool a gagné la Champions League, a sans doute des informations vraies, une capacité de viralité qui est considérable par rapport à beaucoup d'autres fausses informations. Donc vous voyez qu'on a un simple débat de méthode, mais ce qui est un peu, je le dis parce que quand on travaille dans ces données, on le voit bien, c'est difficile, j'ai eu un peu de mal à vous faire comprendre ce qu'on était en train de faire. C'est difficile de faire comprendre ces techniques et ces méthodes. On n'y comprend pas toujours grand-chose. Les journalistes ratent beaucoup de trucs, ne lisent pas les papiers. Ils prennent le résultat et c'est parti. C'est ma seconde et j'en suis désolé, mais du coup elle sera très courte. Sur la diapo finale, et je vous ai suivi sur le raisonnement, puisqu'il y a une incertitude sur la sociologie des usages en ligne, et ce depuis une quinzaine d'années, contrairement aux autres médias, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Quand vous dites qu'il y a cet espace de déconnexion, c'est qu'ils sont déconnectés de quoi? Ça supposerait qu'ils l'aient été, ces publics. Qu'ils aient été connectés au monde.fr depuis 15 ans, qu'ils aient été connectés même aussi de TF1, etc. etc. Or, ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que là, et je taquine évidemment, est-ce qu'il n'y a pas un construit, même des chercheurs que nous sommes, à penser qu'ils en sont plus, mais ils ne l'ont peut-être pas été? Oui, alors vous avez raison. On prend la question de Julien, et puis comme ça tu réponds aux deux. Ouais. Oui, merci. Alors, je partage complètement ce que vous avez dit au début de votre exposé, qui était de l'importance d'accorder à une sociologie de la réception, avec des travaux empiriques de sciences sociales là-dessus. C'est un peu ce que j'avais essayé de dire hier dans mon travail sur les rumeurs, hein, comment vraiment, il ne faut pas juste voir des rumeurs qui se transmettent, mais comment les gens en parlent concrètement, et cet aller-retour entre les discours populaires et des discours médiatiques marqués par une structure de plus en plus, depuis les années 90, sur la presse africaine, d'émergence d'une presse populaire. Et en même temps, dans l'exposé que vous avez fait, vous avez dans les 3 couches de la structure, la autorité, influence, conversation, vous avez surtout insisté sur autorité, un petit peu influence avec Twitter, mais toujours en disant mais conversation c'est compliqué, c'est trop compliqué, etc. Donc du coup, il y a un petit peu le côté paradoxal de dire ce qui serait intéressant de voir c'est la conversation, mais méthodologiquement, c'est pas exactement, c'est plus compliqué, c'est plus long, ça demande des enquêtes empiriques qui sont pas basées sur les mêmes méthodologies. Donc c'est un peu le sens de la question que j'avais posée ce matin à David Chavalarias, c'est comment articuler en gros une méthodologie plutôt sur analyse, big data, de graphes, etc., qui nous donne plutôt le côté autorité, éventuellement influence, et puis un autre type d'enquête qui nous donnerait accès à ce qui finalement donnerait un peu l'épaisseur sociale de tout ça, qui est l'aspect conversationnel. C'est parfait, c'est le programme de recherche qu'on essaye de mener. C'est vraiment de remettre de la réception dans les études du numérique. On sait, et ça permet de répondre rapidement à la question. Vous avez raison, la déconnexion, et le terme est un tout petit peu compliqué. Il renvoie en fait à tout un débat sur l'algorithme de Twitter, parce que l'algorithme de Twitter facilitait en fait l'entrée de liens informationnels dans le newsfeed des individus, et puis il a été resserré, refermé sur groupe propre, et du coup, en partie, il a déconnecté ces relations. Donc l'emploi de ce terme est lié à ça, mais du coup, il y a un présupposé qui est ennuyant, et je n'y avais pas pensé, je vous remercie pour la remarque. Il faut enquêter sur les réceptions, on peut enquêter avec des méthodes numériques. Le grand problème de tous ces travaux, c'est évidemment que pour plein de raisons qui sont bonnes et mauvaises, nous n'avons pas accès à ces données, et du coup, il faut inventer d'autres dispositifs. Il faut repartir depuis les gens, depuis leur interface, depuis leur conversation, depuis les enquêtes qui étaient celles de l'ethnographie de la réception. Mais on peut aussi les documenter avec les données de Facebook. Alors nous, on a fait des pieds et des mains. Il faut dire que moi, c'est un travail engagé depuis des années pour discuter avec eux, pour voir comment on peut faire pour avoir accès à des données. Et donc là, Facebook, face à l'énorme crise de réputation qu'ils connaissent, ils ont ouvert aux chercheurs un dispositif qui s'appelle Social Science One, qui va nous donner un petit canal à quelques équipes sous contrôle multiple, pas de Facebook. Le contrôle a été entièrement délégué à panel d'universitaires pour accéder à un peu de données sur ces aspects. Mais de toute façon, moi, c'est vraiment la chose que je défends, et le travail de Thésard qui commence la question, c'est que de toute façon, il faut aussi remettre en scène ce qu'on a laissé de côté idiotement, qui sont les méthodes d'ethnographie de la réception pour le numérique.